Il est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Élections locales, couplées municipales, régionales, 7 856 772 électeurs étaient appelés aux urnes hier samedi. Le vote terminé, dépouillement engagé. Les premiers résultats ont commencé de tomber pour le compte des municipales. Résultats officiels proclamés par la commission électorale indépendante. On en parle dans cette édition. Codinorm, organisme national de certification, veut optimiser la performance des entreprises en luttant efficacement contre les erreurs techniques ainsi que le déficit de professionnalisme qui engendre parfois des incendies ou des pertes de fonds. Un reportage de Walter Amadou Ouattara à suivre dans cette édition. Au Gabon, le nouvel homme fort du pays, président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, était hier samedi avec les hommes des médias dans le cadre de la poursuite de sa série de prises de contact. Pour cette première rencontre avec la presse, il s'est dit prêt à faciliter le travail des journalistes rendu parfois difficile sous le gouvernement précédent. Voilà pour l'essentiel. Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous suivre. Quelques 8 millions d'Ivoiriens étaient appelés hier samedi aux urnes pour voter dans le cadre des élections couplées municipales et régionales. Le vote terminé, l'étape du dépouillement engagé place à la consolidation des résultats puis à leur proclamation officielle par la commission électorale indépendante. Les premiers résultats ont commencé de tomber pour le compte des municipales. Je vous invite à suivre un extrait de la proclamation de ces premiers résultats, comptant donc pour les municipales avec Émile Brottier, porte-parole de la commission électorale indépendante. Nous allons commencer par la commune numéro 088 Adzopé. Population électorale 34 282. Votants 14 099. Taux de participation 41,15%. Bulletin nul 358. Suffrage exprimé 13 741. Bulletin blanc 70. Ont obtenu PDCI RDA, la liste conduite par M. Amankou Akpo Antoine, 5 095, soit 37,08%. RHDP, liste conduite par Mme Atseba Florence Sosten, épouse Hachi, 8 576, soit 62,41%. Est déclaré vainqueur la liste RHDP conduite par Mme Atseba Florence Sosten, épouse Hachi. Commune numéro 79, Agboville. Population électorale 44 684. Votants 16 697. Taux de participation 37,37%. Bulletin nul 586. Suffrage exprimé 16 111. Bulletin blanc 70. Ont obtenu RHDP, liste conduite par M. Acho Albert, 7 589, soit 47,10%. Indépendant, liste indépendante conduite par M. Ochoa Ntakbe Nikez, 790, soit 4,90%. PPACI, liste conduite par Mme Ake Mbo au nom Fleur Esther, 6 111, soit 37,93%. Indépendant, liste conduite par M. Assi Jean-Sylvain, 408, soit 2,53%. PDCI RDA, liste conduite par M. Yavo François, 1143, soit 7,09%. Est déclaré vainqueur la liste
RHDP, conduite par M. Ncho Acho Albert. Commune numéro 080, Azaguié. Population électorale, 12 920. Votants, 5 108. Taux de participation, 39,54%. Bulletin nul, 149. Suffrages exprimés, 4 959. Bulletins blancs, 20. Ont obtenu indépendants Ekissi Huberson Évariste 91%, 1874, soit 37,79%. Indépendant Ncho Patrice Aimé 618, soit 12,44%. Indépendant Ako Adjoro Claude 417, soit 8,41%. PPACI Bakayoko Mustafa 1568, soit 31,62%. PDCI RDA Mbolo Nsa lui 259, soit 5,42%. Est déclaré vainqueur la liste RHDP conduite par Alain Ekissi. Voilà, à l'instant, un extrait de la proclamation de ces premiers résultats pour le compte des municipales. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette proclamation reprendra sur le coup de 15 heures, proclamation à suivre sur RTI 1. Et justement, ces élections se sont déroulées de façon générale dans le calme et la sérénité. En qualité d'observateur, le CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, a suivi cette journée électorale. Nous recevons ce 13h sa présidente, Namisata Sangaré. Madame la présidente du CNDH, bonjour. Bonjour, monsieur Guy. Alors, vous avez donc suivi ce jour de vote. Avec vous, nous allons parler justement des outils et moyens dont vous vous êtes dotés au niveau du CNDH dans le cadre de cette mission d'observation pour une plus grande efficacité. Avec vous, donc, on parlera de droits de l'homme et élections. Ce sera dans quelques minutes seulement. Mais avant cet exercice de compréhension de la mission d'observation conduite par vos services, regardons à ce point de presse animé par le chef d'état-major général des armées, Lassina Doumbia, point de presse portant sur la situation sécuritaire qui a prévalu au cours du scrutin qui s'est tenu hier samedi. Issa Tchonoyeo. 34 400 éléments constitués de policiers, de gendarmes et de militaires ont été déployés ce samedi sur le terrain pour la sécurisation des élections locales. L'information émane du chef d'état-major général des armées. Au cours d'une conférence de presse au plateau, Lassina Doumbia a dévoilé le plan de sécurisation de ce double scrutin. Dans le cadre de la sécurisation des élections couplées régionales municipales 2023, les forces de défense de sécurité ont planifié une opération dénommée Tandem électoral 2023. Cette opération de sécurisation est prévue se dérouler en 3 phases. La première phase, c'est la sécurisation de toutes les activités qui ont cours avant le scrutin électoral, à savoir les activités des différents candidats, le convoyage du matériel électoral, etc. Et la deuxième phase, c'est la sécurisation du scrutin électoral en lui-même. Et la troisième phase, bien évidemment, c'est la stabilisation avant la proclamation des résultats. Pour l'heure, aucun incident d'ordre sécuritaire majeur n'a pu être relevé ou incident de nature à perturber le déroulement du scrutin électoral n'a pu être relevé. Il convenait donc 1 heure avant la fermeture des bureaux de vote de faire un point de situation qui va nous permettre de nous réarticuler pour la suite des opérations, à savoir la sécurisation des lieux de compilation, évidemment la sécurisation du convoyage des bulletins de vote, des urnes qui ont servi à l'expression des suffrages. Le chef d'état-major général des armées s'est réjoui
du bon déroulement de ces élections couplées, municipales et régionales, sur toute l'étendue du territoire national. Reportage 17, Chonayo, Madame, Monsieur, de l'ouverture de la campagne de ces élections à l'attente de la proclamation des résultats officiels et définitifs par la Commission électorale indépendante. La radiodiffusion télévision ivoirienne est demeurée au cœur de l'événement afin de vous permettre de vivre depuis vos positions respectives l'actualité autour de ces élections, de jour comme de nuit, sous le soleil comme sous la pluie. Journalistes, reporters, caméramans et machinistes ont sillonné tous les districts du pays à la recherche de candidats et militants. Une centaine d'agents déployés au total. Supervision pour les équipes restées à la base. Présentation de journaux télévisés aux couleurs des élections. Le travail se poursuit pour réussir la dernière ligne consacrée à la diffusion des premières tendances électorales. Amidi Rassouba, Abdoulaye Kone. Fidèle à ses habitudes, la radiodiffusion télévision ivoirienne ne lésine pas sur les moyens pour assurer la couverture du double scrutin municipal et régional de ce 2 septembre. L'aventure a démarré depuis le 25 août dernier, du début de la campagne électorale à ce jour. Au moins 200 agents ont été mobilisés sur l'ensemble du territoire national. Ce sont au moins 60 journalistes TV et radio sur le terrain, 60 techniciens pour sillonner la Côte d'Ivoire, plus de 80 agents d'appui en alerte à Abidjan et à l'intérieur du pays, un peu plus de 40 000 km de routes parcourues. Au total, 31 régions à visiter et plus de 200 communes à couvrir, avec un peu plus de 800 candidats qui se sont exprimés au micro des équipes du groupe RTI. Depuis Abidjan et à l'image de cette antenne fièrement dressée au milieu de la cour de la RTI, c'est un duo féminin dynamique qui contrôle la situation. L'équipe est chapeautée par Abiba Dambélé Sawé. La directrice des journaux d'information est épaulée dans sa tâche par Delphine Bla. C'est depuis son bureau que la rédactrice en chef des journaux d'information mobilise ses équipes sur le terrain. Objectif, boucler la dernière ligne droite. Autre service, autre département, pour assurer un rendu optimal des images à l'antenne, Lamine Dramé, le patron des opérateurs de prise de vue, se veut formel et strict. Toutes les caméras et leurs accessoires sont vérifiés avant chaque tournage. L'idée est de faciliter le travail des monteurs vidéo et des infographes. Et quand vient l'heure du journal télévisé, c'est toute l'équipe de la régie numérique qui se mobilise pour un premier point de l'actualité électorale à mi-journée. Et à la tête de tout ce dispositif bien huilé, Fosseni Dambélé, le premier responsable de la RTI, avait à cœur de faire vivre l'ensemble du scrutin à toute la Côte d'Ivoire et à sa diaspora. Et sans faire dans du satisfecit, c'est aujourd'hui chose réussie. Mais c'est dans seulement quelques heures que tout ce dur labeur sera récompensé par les premières tendances produites par la CEI, des tendances à suivre à la télévision, mais également sur les différents supports digitaux du groupe RTI qui demeure fidèle à son slogan. Voilà, réalisateurs et chefs d'édition, tous à la tâche pour le succès de cette couverture. À titre de rappel, les premiers résultats de cette élection ont commencé de tomber, nous le disions, à l'entame de cette édition. Eh bien, ce scrutin a été suivi par le Conseil national des droits de l'homme, le CNDH, et sa présidente est avec nous, Madame Namisata Sangaré, qui est avec nous ce 13h. Avec vous, nous abordons à l'instant même le rôle qu'a joué l'institution, votre institution, dans la couverture de ce scrutin. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, que doit-on savoir du CNDH, madame? Avant de répondre à votre question, je voudrais dire toute notre reconnaissance à la Direction générale de la RTI de nous permettre de parler de cette thématique éminente qu'est la question des droits de l'homme. Alors, le Conseil national des droits de l'homme, ce que vous devez savoir, est l'organisme national de défense des droits de l'homme selon la Constitution de notre pays en son article 113. Et selon la loi ivoirienne, le Conseil national des droits de l'homme est une autorité administrative indépendante qui a pour mission de promouvoir les droits de l'homme sur l'étendue du territoire, à savoir au travers des campagnes de sensibilisation, de protéger et de défendre les droits de tous ceux qui vivent sur le territoire ivoirien, au travers des plaintes que nous recevons au quotidien des populations sur nos numéros, sur tous nos supports de communication. Le Conseil également a des démembrements à l'intérieur du pays,
Dans les 31 régions, nous avons des bureaux ouverts, un grand maillage et les populations saisissent ces mains agissantes de la Commission centrale avec leurs problèmes au quotidien en lien avec les droits de l'homme. Alors, comment se portent les droits de l'homme en Côte d'Ivoire ? Alors, en Côte d'Ivoire, il faut dire que les droits de l'homme se portent de mieux en mieux. Dans notre pays, le pays prend beaucoup des engagements au niveau international et la Côte d'Ivoire a mis en place plusieurs mécanismes à l'effet de faire des droits de tous ceux qui vivent dans ce pays-là une réalité. Et pour dire que le dispositif de promotion, de protection, comme le Conseil national des droits de l'homme avec un mandat large existe, et d'autres institutions existent et qui adressent certains droits. Et donc, on peut dire que dans notre pays, les droits de l'homme sont abondamment proclamés, ce qui signifie que le pays a ratifié l'essentiel des instruments pertinents en matière de droits de l'homme. Et pour coller avec l'actualité en cette période électorale, peut-on dire que les droits de l'homme ont été respectés ? Ah oui, nous concluons que les droits de l'homme ont été respectés parce que, vous savez, c'est un processus que nous avons suivi de bout en bout depuis décembre 2022. Nos démembrements, le siège sur le terrain, à sensibiliser les populations, à communiquer sur nos supports de communication pour inviter les populations à s'inscrire sur la liste électorale. Vous savez, le processus électoral, ce n'est pas seulement le jour du scrutin, c'est plusieurs étapes avant. Et donc, ce travail, nous l'avons fait. Nous avons invité également les populations à aller vérifier leur nom sur la liste électorale. Et le jour du scrutin, nous avons effectivement observé les élections. Et ce que nous avons observé, c'est que les populations, enfin les citoyens qui souhaitaient, ont brigué librement des postes électifs. Les citoyens ont librement porter leur choix sur ceux qu'ils souhaitaient diriger leur commune. Et en tout cas, le processus a été, si vous voulez, inclusif. Sur le travail de vos observateurs, on va tout de suite revenir justement sur ce point, ne vous en faites pas. Mais juste avant, une petite question. Alors, droits de l'homme et élections, y a-t-il véritablement un lien entre les droits de l'homme et les élections ? Lequel ? Vous savez, M. Guivet, les droits de l'homme mènent à tout et tout mène aux droits de l'homme. Pour dire quoi ? Pour dire que les droits de l'homme traversent tous les domaines et tous les secteurs. Et l'élection est un droit de l'homme. Le droit d'être électeur, le droit d'être éligible, la liberté de créer et d'appartenir à un mouvement politique, le droit d'être informé sur toutes les étapes. Et donc, tout ce que je viens d'énumérer concourt au respect des droits de l'homme dans les processus électoraux. Donc, c'est intimement lié. Je peux même dire que les élections sont des objectifs, n'est-ce pas, des droits de l'homme. Madame la Présidente, quels sont les standards, les normes, les critères ou indicateurs pour évaluer le respect ou la prise en compte, par exemple, des droits de l'homme dans une élection ? Alors, les normes, les standards, ça commence par la tenue d'élections régulières, comme nous venons de le voir. Il y a 5 ans, les citoyens ivoiriens étaient aux urnes. Aujourd'hui, les citoyens ivoiriens sont retournés aux urnes. La tenue d'élections régulières, à date, des élections libres, ouvertes, transparentes. Et donc, voilà un peu les standards en matière d'élections au niveau des droits de l'homme. Alors, sur le respect du timing de vote, il y a eu quelques observations de nos reporters, les reporters déployés sur le terrain, retard constaté dans l'ouverture de certains bureaux de vote, ce qui n'a certainement pas manqué de susciter la colère de certains votants. Vos observateurs vous ont-ils remonté tous ces faits ? Alors, effectivement, le CNDH a déployé des observateurs. C'est tout ce que vous venez d'énumérer, nous les avons observés également. Nous avons observé le jour du scrutin 180 observateurs et au travers également de notre mécanisme d'alerte précoce, notre système d'alerte précoce que nous avons mis en place, nous avons remonté tous ces incidents. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les élections, c'est vrai qu'il y a eu ces incidents. Nous en avons, nos observateurs nous ont remonté le seul jour du scrutin 260 incidents qui ont été tout de suite remontés à l'autorité compétente et surtout que nous siégeons dans le système d'alerte précoce de la CEI. Toutes ces informations ont été remontées et tout de suite des solutions rapides ont été trouvées. Et donc c'est l'occasion pour moi de dire merci aux autorités
compétentes qui ont en tout cas fait en sorte que les élections se tiennent malgré tous ces problèmes que vous avez énumérés tout à l'heure. Alors, vous avez mis en place un système d'alerte précoce dénommé CNDH-RCI, alerte précoce, une application téléchargeable sur Google Play Store en vue de prévenir les éventuels incidents liés au processus électoral. Justement, parlons-en, et nos reporters se sont intéressés à ce mécanisme en suivant le reportage. Il veille à ce que les élections soient conformes aux normes internationales en matière des droits de l'homme et à ce qu'elles se déroulent dans un environnement où chacun peut exercer ses droits fondamentaux. Dans la région du Tongpi, les bureaux du vote n'ont pas ouvert à temps. On a remarqué que dans la commune de Mans, EPP Doya-Guiné, le bureau de vote a ouvert à 9h38. Mais dans le Tongpi, il y a un incident qui a été constaté. Il y a une dispute au sein du bureau de vote 1 du centre du jardin d'enfants de Danané. Il y a eu des violentes disputes avec des injures entre les 4 représentants des candidats et le personnel électoral. Pour ce qui est du plateau, on a noté l'ouverture de certains bureaux de vote de façon tardive. À Cocody, on a enregistré quelques incidents mineurs, et notamment des tablettes qui ne fonctionnaient pas bien, des électeurs qui étaient venus sur place pour trouver leur carte d'électeur, qui ne trouvaient pas, mais après, ils ont pu retrouver les cartes après plusieurs recherches. La mise en place d'un système d'alerte précoce dénommé CNDH-RCI, alerte précoce, permet de rapporter les éventuels incidents électoraux et autres violations des droits de l'homme observés ci et là. Et là, nous nous trouvons dans la salle de situation et notre mission d'observation électorale est couplée d'une mission d'alerte précoce. Nous avons développé une plateforme d'alerte précoce disponible sur Play Store et tous nos 180 observateurs ou lanceurs d'alerte sur le terrain, en temps réel, renseignent un rapport des incidents. Et une fois les incidents arrivent dans cette salle, il ne s'agit pas de les recueillir, de les compiler dans une encyclopédie, mais plutôt d'organiser la réponse, de les traiter. Et la réponse est organisée en synergie avec la CEI, les forces de sécurité, en un mot, tous les acteurs pour apporter une réponse à cet incident. Dans le cadre des élections couplées municipales et régionales, ce 2 septembre, le CNDH conduit une mission d'observation électorale en partenariat avec d'autres délégations d'observateurs accrédités. L'organisme a déployé 180 observateurs repartis dans 680 bureaux de vote sur l'ensemble du territoire national. Alors, Madame la Présidente, dans cet élément réalisé par nos reporters Souleymane Donissongui et Sidonie Davila, on voit vos équipes à l'œuvre en train justement de passer au peigne fin l'évolution de ce scrutin. Qu'est-ce qui vous a inspiré à mettre ce système sur pied ? Alors, ce que vous devez savoir, c'est que depuis la création de l'institution nationale en charge des questions des droits de l'homme, l'institution s'est toujours intéressée aux élections, a été toujours au cœur des élections en Côte d'Ivoire. Et une autre chose est que le CNDH a pour aussi mission d'accompagner toutes les initiatives du gouvernement et surtout que nous avons eu une forte interaction avec la commission électorale indépendante. Nous y avons d'ailleurs un représentant qui veille sur tous les aspects des droits de l'homme. Et donc, c'est pour accompagner, n'est-ce pas, le gouvernement, l'organe de gestion des élections, à l'effet de donner à notre pays un climat de paix propice au développement. Voilà. Et tous les éléments qui ont été donc signalés par vos observateurs sur le terrain seront consignés dans un rapport, c'est bien cela ? Vous savez, nous, le CNDH ne fait pas une observation classique, c'est-à-dire observer, attendre et faire un rapport avec des recommandations. Qu'est-ce que vous faites ? Nous faisons une observation dynamique. C'est-à-dire ? Et un problème est posé, tout de suite, on remonte à l'autorité compétente de résoudre le problème. Et voilà ce qui a justifié la mise en place de ce mécanisme, de ce système d'alerte précoce qui a été fait par un privé pour nous aider, n'est-ce pas, à remonter en temps réel les incidents sur le terrain à l'effet de trouver très rapidement des solutions. Et tout ça parce que la paix est un objectif des droits de l'homme et c'est à cela que nous travaillons.
Alors justement, pour parler de paix, nous venons à peine de terminer les élections locales couplées. Quelles sont vos premières observations de façon générale? C'est vrai qu'on a pu noter quelques incidents ça et là, mais de façon générale, vous qui aviez des équipes déployées sur le terrain, quels sont les retours effectifs que ces équipes vous ont fait? Alors, c'est les mêmes observations. Je l'ai dit tantôt que nous avons remonté 260 observations. Mais ce que je voulais dire avant de répondre à votre question, c'est la CEI en toute transparence. Hier, au même moment, nous étions en train de voter. Aujourd'hui, nous avons les premiers résultats. Et donc, félicitations à notre organe de gestion. Il dit que les incidents qui nous ont été remontés, c'est les mêmes, de retard dans le démarrage du processus, échauffourée, et même des cas d'empêchement de vote qui ont été observés par nos éléments sur le terrain dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et je pense que le plus important, tous ces problèmes ont pu trouver des solutions. Les élections ont eu lieu, les résultats sont en train d'être donnés. Et donc, merci aux populations et merci à l'organe de gestion et aussi à toutes les parties prenantes. Alors permettez-moi de m'appesantir sur votre plan de déploiement de vos observateurs. Vous avez, comme pour les élections présidentielles et les élections législatives passées, déployé donc des missions d'observation électorale, mais pour ces élections locales, en quoi a consisté ce plan de déploiement? Est-ce que des dispositions particulières ont été prises pour justement permettre à vos agents de couvrir l'essentiel des zones? Alors, décrivez-nous ce déploiement. De vos équipes. Alors, pour les élections présidentielles et législatives, on n'avait pas ce mécanisme d'alerte précoce et donc on avait déployé beaucoup plus d'observateurs. Pour les seules élections des présidentielles, nous avions déployé 1500 observateurs dans 7500 lieux de vote et pour ces élections, nous avons déployé 180 observateurs, 60 dans le district d'Abidjan et 120 à l'intérieur du pays. Et ces 120-là, c'est nos démembrements qui sont nos officiers aux droits de l'homme, les présidents des commissions régionales qui abattent un formidable travail sur le terrain, qui ont sillonné tous les départements de la Côte d'Ivoire à l'effet de nous remonter les incidents sur le terrain. Et tous vous remontaient ces informations à automatiquement à la minute? On était informés de tout ce qui s'est passé sur le terrain. Nous avions mis ce mécanisme d'alerte précoce vraiment qui nous a aidés et qui également a aidé l'organe de gestion à qui nous remontions les informations aussi au niveau sécuritaire. Nous sommes intervenus dans des lieux de vote pour décanter des situations. Quel genre de situation, par exemple? Des plaintes d'électeurs concernant des membres du bureau de vote. Et voilà, on n'est pas inscrit sur la liste. À voter. Voilà, des personnes qui n'arrivaient pas à voter parce que soit on est sur la tablette, on n'est pas sur la liste et tout ça. Ça avait créé des problèmes dans certains lieux de vote et parfois, on est obligé de nous déplacer, on remonte les informations et tout de suite, comme je l'ai dit, l'autorité sécuritaire déployait des éléments et une solution était trouvée tout de suite. Et sur le terrain, comment les populations réagissaient à la vue de vos observateurs? Et ça les rassurait, parce que vous savez, c'est aussi ça le but de l'observation des élections. C'est de rassurer que des personnes sont là pour aider. Qui sont des adjuvants qui aident à rassurer les populations, les électeurs et à aider également l'organe de gestion des élections. Alors, les premiers résultats sont en train de tomber. Prochain rendez-vous, justement, dans le cadre de la diffusion des autres résultats, 15h. Alors, quel est votre message aux candidats et aux populations ivoiriennes qui vous suivent en ce moment? Alors, je voudrais d'emblée féliciter les premiers élus pour ces élections et surtout leur demander de tenir leurs promesses qui ont été faites sur le terrain. Promesses électorales. Et dire aux populations que les élections sont un jeu de choix. Et il faut éviter les violences. Il faut tout faire pour garantir à notre pays un climat propice au développement et à la paix. Parce que la paix n'a pas de prix. La paix n'a pas de prix. Et c'est sur ces mots de la présidente du Conseil national des droits de l'homme, CNDH, Mme Namisata Sangaré, que s'achève, Madame, Monsieur, cet entretien qui a porté sur le rôle joué par le CNDH dans le suivi du processus électoral, qui en est désormais la proclamation des résultats. Les premiers sont tombés. Un prochain résultat à 15h. Vous pourrez les suivre sur la RTI. Relativement, toute autre chose à présent, relativement à la normalisation, à la promotion de la qualité, Codinorme, qui est un organisme national de certification
certification veut optimiser la performance des entreprises. Par la même occasion, Codinorm, madame, monsieur, veut lutter efficacement contre les erreurs techniques ainsi que le déficit de professionnalisme qui engendre parfois des incendies ou des pertes en vie humaine. Au centre de cette lutte engagée se trouve le programme national de certification des compétences au métier de technicien des systèmes solaires, photovoltaïques et de l'efficacité énergétique. Reportage de Walter Amadou Ouattara. Pour cet expert en installation en énergie photovoltaïque, il est nécessaire que l'exploitation de l'énergie produite à partir du solaire soit exécutée par des professionnels reconnus. Ceux qui doivent faire des installations doivent maîtriser, doivent connaître le métier. C'est vraiment important parce que là, il s'agit de la vie des gens. Nous avons constaté que les installations ne respectent pas les normes. On peut avoir des départs de feu qui peuvent même endommager la maison. C'est à juste titre que se tient dans la commune du Plateau cette rencontre relative au programme national de certification des compétences au métier de technicien des systèmes solaires photovoltaïques et de l'efficacité énergétique. Au total, 8 certificats, dont 4 en efficacité énergétique, sont annoncés. Côte d'Ivoire Normalisation, Codinorm et ses partenaires sont ainsi engagés dans la promotion de compétences adaptées aux réalités actuelles. On offre aujourd'hui à nos jeunes, ils ont la capacité d'être aussi des employeurs, parce que si vous avez un certificat pour évaluer tout ce qui est efficacité énergétique ou faire des installations de panneaux solaires, c'est des besoins. Vous pouvez en ce moment-là monter une entreprise qui aura toutes les chances de prospérer, parce que vous avez des compétences. Mais si vous ne l'avez pas, c'est clair que vous disparaissez du marché. 300 structures, dont 189 industries, sont ciblées pour cette session. En 2021, au titre de la première session, sur 96 candidats, seulement 21 avaient été déclarés admis. Pour le directeur général des hydrocarbures, représentant le directeur général de l'énergie, des efforts restent à faire. Le pays travaille à réduire à l'horizon 2030 ses émissions de gaz à effet de serre d'environ 30,41% à travers l'accroissement à 45% de part des énergies renouvelables. Il faut donc des personnes bien formées pour optimiser les performances. Et prenons à présent la direction de la ville de Bouaké, assurer l'autonomisation de la femme et son épanouissement. C'est l'objectif que s'est assigné la Fédération des associations de femmes de Bouaké. À Bouaké, donc, les responsables de cette fédération ont organisé une rencontre pour sensibiliser les femmes à œuvrer pour leur épanouissement et à s'organiser pour profiter des aides en leur faveur. Boubacar Silla se recorrela. Faire bénéficier les femmes de la commune de Bouaké des projets productifs initiés par le gouvernement en vue de leur autonomisation. Tel est l'objectif de la rencontre entre les responsables de la Fédération des associations des femmes du Bouaké, FAFEG, et les associations féminines des divers domaines d'activité. Il s'agit pour la FAFEG d'organiser les femmes afin de profiter des aides en leur faveur et les exhorter à prendre une part active au processus de développement local dans la paix et le vivre ensemble. Il faut savoir qu'aujourd'hui, au niveau du gouvernement, il y a beaucoup de programmes d'accompagnement des jeunes, des femmes qui sont initiés par le gouvernement et portés par le président de la République. Donc la meilleure des façons, c'était d'abord de les emmener à comprendre qu'elles devaient s'approprier pour elles-mêmes tous les programmes. C'est une mission que nous-mêmes nous sommes assignés parce que vous devez donner à la société ce que la société vous a donné. Une exhortation que les associations féminines attendent se l'approprier. Elle nous amène à croire en nous et nous lui disons merci pour cela. C'est une femme qui sensibilise les femmes à s'intégrer dans le développement de la région de Bouaké. Elle nous amène à être des artisans de paix. La FAFEG est une organisation de plusieurs associations de femmes qui met en œuvre des programmes, des politiques et des normes visant à défendre les droits des femmes et à œuvrer pour leur bien-être. Et on reste dans la ville de Bouaké, occuper sainement les jeunes de cette ville en période de vacances scolaires. C'est l'objectif du tournoi de la Renaissance doté du trophée Camara Mohamed Lamine, une initiative de l'ONG Les Amis d'enfance de Bouaké, structure qui œuvre pour la paix, l'unité, le bien-être des populations. 16 équipes issues des différents quartiers de Bouaké ont pris part à ce tournoi qui a vu le sacre de l'équipe du quartier Brocro. Charles Tatou. Placée sous le sceau de la cohésion sociale et la paix, la première édition du tournoi de la Renaissance a tenu toutes ses promesses. Objectif de ce tournoi, occuper sainement les jeunes en cette période de vacances scolaires
en favorisant le vivre ensemble. Dotée du trophée Camara Lamine, la finale a opposé l'équipe de Cocody en vert blanc et l'équipe de Broukro en marron blanc. Après une première partie marquée par une forte intensité de la part des deux équipes, la première mi-temps va enregistrer un score vierge. Ce tournoi-là fait partie de la troisième phase de notre ambition qui est vraiment de favoriser la cohésion sociale au sein de la population de Bouaké. Donc nous avons choisi le football qui est considéré comme le sport roi et qui est aussi un puissant facteur de rassemblement des populations. À la reprise, on assiste à une nette domination de la formation de Broukro qui a occasionné un penalty parfaitement exécuté par le dossard numéro 4. Score final, 1-0 en faveur de l'équipe de Broukro. C'est une satisfaction de remporter ce genre de tournoi. Et vraiment, je remercie tous les organisateurs du tournoi. Le message que je peux lancer à l'endroit des jeunes, c'est le regroupement des jeunes d'abord. Et par le regroupement vient toute chose. Voilà, la cohésion. Lancé le 9 juillet dernier, le tournoi de la Renaissance a regroupé 16 équipes venues des divers quartiers de Broukro. Rendez-vous donc à l'année prochaine. Et félicitations aux vainqueurs. On continue de parler de football à travers un tournoi de football, la 3e édition du tournoi intercampement de la cohésion. Les jeunes des villages qui composent la commune de Mbengue ont été à leur tour sensibilisés à la paix et au respect des institutions publiques. Le récit d'Issa Chonayeo. La 3e édition du tournoi de la cohésion intercampement a connu son apothéose dans le village de Sahara, dans la commune de Mbengue. Pour l'initiateur de ce tournoi, Mamadou Soro, il faut amener la jeunesse à se départir de toutes sortes de violences et autres activités qui peuvent nuire à son épanouissement. Pour lui, seul le sport est un moyen de sensibilisation, mais également un facteur de rapprochement, de cohésion et du vivre ensemble prôné par le président de la République, Alassane Ouattara, qui a fait de l'année 2023 l'année de la jeunesse. En pays sénégal, nous sommes d'abord des agriculteurs et les gens résident dans les campements auprès de leurs champs. Et souvent, ils ne sont pas partie prenante aux activités dans la ville. Donc l'idée, c'était de dire qu'il faut qu'on trouve un moyen de les aider à animer leur vie en milieu rural et animer ça sainement à travers une compétition de football qui va d'abord favoriser la rencontre entre eux, favoriser la cohésion sociale entre eux, leur permettre de se connaître. Au terme de ce tournoi, c'est le campement de Nadjovogo qui a eu le dessus sur celui des Katiofi par le score de 1-0, remportant ainsi un trophée, des chaises et des équipements sportifs. Et on reste dans le nord du pays, dans la commune de Ouangolodougou, région du Tchologo. Traoré Drissa, député de Ouangolodougou, Kawala, a fait don de matériel, de sonorisation et de bâches à la communauté musulmane sunnite de cette localité. La cérémonie de remise s'est déroulée à la mosquée Centrale Nour en présence des responsables de la communauté musulmane ainsi que de nombreux fidèles. Kader Sogodogo. Promouvoir l'unité, la solidarité et la cohésion sociale dans le département de Ouangolodougou. C'est l'objectif de la visite de courtoisie de Drissa Traoré, député de Ouangolodougou, à la communauté musulmane sunnite de cette localité. Le parlementaire a, à cet effet, offert du matériel de sonorisation et des bâches aux fidèles musulmans, un don qui répond aux besoins de la communauté en matériel pour l'animation des rencontres religieuses ainsi que celle des grandes prières de l'Aïd el-Fitr et de l'Aïd el-Kébir. En disciple de la vision du président de la République Alassane Ouattara et du ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, Drissa Traoré a prôné la paix, le pardon, la tolérance et le vivre ensemble. Quand on dit Alassane Ouattara, vous savez que c'est le respect des engagements, c'est le respect des paroles données. Nous sommes ses disciples et nous devons regarder dans cette direction. C'est pourquoi nous essayons, dans la mesure de nos possibilités, de faire ce qu'il nous apprend tous les jours pour servir notre population. Par la voix de l'imam central de la mosquée Nour de Ouangolodougou, Ahmed Sanogo, a, au nom des bénéficiaires, exprimé sa gratitude aux généreux donateurs
qui est un habitué de ces gestes de haute portée sociale. C'est le lieu ici de lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il fait pour la communauté, en particulier la communauté sunnite de Ouangolo-Dougou. Le député de Ouangolo-Dougou, Drissa Traoré, entend visiter plusieurs autres lieux de prière dans le département pour matérialiser sa marque de soutien et de solidarité à l'égard de toutes les communautés religieuses. Reportage de Kader Sogodogo dans l'actualité internationale au Gabon. Le président de la transition était hier samedi avec les hommes de médias dans le cadre de la poursuite de sa série de prises de contact. Pour cette première rencontre avec la presse, le général Brice Clotaire Oligui Nguema s'est dit prêt à faciliter le travail des journalistes parfois difficile sous le gouvernement précédent. Face aux hommes des médias, le président de la transition a déclaré qu'il veut garantir la liberté de la presse. Il a exhorté les journalistes à bien faire leur travail, rappelant qu'une de ses premières mesures a été le rétablissement de RFI, TV5 et France 24 coupés par le régime déchu, cela avant les élections. Toujours dans l'actualité internationale du côté de Madagascar, le député Jean-Brunel Razafit Siandraofa est le 11e candidat à s'être déclaré officiellement en lice pour la présidentielle le 9 novembre prochain. Il veut défendre et représenter une population qu'il dit être en danger. Le député d'Ikongo, Jean-Brunel Razafit Siandraofa, élu sous la bannière de l'IRD, le parti présidentiel, se présente sous les couleurs du parti Antokoto Politika Madiosi, qui signifie le parti politique propre. C'est sur ces informations que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de la proclamation des résultats, 15h sur RTI 1. Bravo aux vainqueurs, courage aux autres pour la suite. Dieu garde la Côte d'Ivoire.